Bienvenue sur la chaîne Estime de Soi, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les épisodes prochains. Une seule chose importe, apprendre à être perdant. Émile Michel Cioran. J'ai l'impression de mal faire chaque fois que je fais, comme un doute qui ne me lâche jamais. Quand ce sont des actes qui ne concernent que moi, je peux me résigner, mais lorsque d'autres sont impliqués, c'est plus pénible. Dans mon travail d'ingénieur, par exemple, j'ai souvent la tentation de démissionner de mon boulot, de devenir éboueur ou facteur, un truc simple où je serais à la hauteur, ou en tout cas où je me sentirais à la hauteur. Pourtant, c'est le métier que je voulais faire, il m'intéresse. Il est bien payé, j'y suis bien traité, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je n'en peux plus de me demander si je vais y arriver, si je ne vais pas décevoir, si je suis compétent, si tout ne va pas s'écrouler. C'est devenu pour moi une pression insoutenable. J'ai souvent rencontré des patients qui me racontaient ces tentations de tout abandonner avant qu'il soit trop tard, avant que tout s'effondre, révélant les faiblesses supposées qu'ils cherchaient à tout prix à dissimuler. Usés par le stress et le sentiment d'imposture et de danger d'être tout à coup démasqués et mis à nu, ils étaient tentés par la fuite vers le bas, ou vers ce qu'ils percevaient comme une position de vie qui leur offrirait le moins de stress possible. Ils vivaient tous dans une peur permanente et obsédante de l'échec, qui les poussait à redouter presque toutes les formes d'action les exposant au jugement. Une jeune femme m'avait un jour raconté l'histoire suivante. J'avais 7 ans, et la maîtresse m'avait donné un petit exercice de maths à résoudre à l'oral, mais avait mal entendu ma réponse. C'était une peau de vache. Elle s'est alors moquée de moi devant la classe, puis m'a mise à l'écart en me disant « Fais marcher ton cerveau et trouve la bonne réponse », pendant que les autres et elle sortaient en récréation. J'ai complètement perdu les pédales, cherchant avec l'énergie du désespoir d'autres réponses, totalement illogiques et absurdes, et n'en trouvant pas, puisque la bonne réponse, je l'avais déjà donnée. Je suis entré pendant un quart d'heure dans un monde de déraison, moi qui étais ultra logique. Je me sentais coincée, impuissante, paniquée, seule face au monde entier. Ce qui était pour moi une bonne réponse ne l'était pour personne d'autre. Je doutais de moi, de ma raison, de ma place au milieu des autres. J'ai eu souvent, devenue étudiante puis adulte, des moments d'affolement complet, comme ça, devant des échecs, des incompréhensions, des imprévus qui me faisaient toucher à la panique existentielle, avec l'impression brutale que le ciel me tombait sur la tête, que je perdais le sens des réalités. Cela me fait peur, de voir que chez moi, une banale difficulté peut mettre à feu une sorte d'énorme fusée qui me propulse dans l'infini de l'angoisse. Pour vaincre l'intolérance à l'échec, diminuer les échecs ou augmenter la tolérance? Si la peur de l'échec est si fréquente, c'est qu'elle est, jusqu'à un certain point, normale. C'est elle qui nous pousse à ne pas être indifférents aux conséquences matérielles et sociales de nos actes. Elle est donc souhaitable, mais seulement jusqu'à un certain point. Au-delà, il ne s'agit plus d'une simple peur, mais d'une véritable allergie à l'échec. La conséquence d'un ratage n'est plus alors de l'ordre du déplaisir, mais de l'affliction. Les études conduites dans ce domaine montrent que c'est la honte qui est au cœur du problème. C'est-à-dire cette émotion violente qui nous amène à nous percevoir, non pas seulement incompétents, mais globalement déficients et indignes. Le travail sur cette allergie à l'échec qui caractérise les estimes de soi en souffrance est un chantier particulièrement important et nécessite d'associer plusieurs stratégies dont nous aborderons ici les principales. L'autopsie des échecs. Il s'agit tout simplement de prendre l'habitude de revenir, alors que c'est douloureux et c'est pour cela qu'on ne le fait pas, sur son échec, non pour juger, non pour ruminer, mais pour comprendre. C'est difficile dans une société où les gagneurs ne parlent jamais de leurs échecs. Difficile aussi car la mémoire de l'échec est émotionnellement douloureuse. Mais c'est instructif et aussi émotionnellement thérapeutique. En voici les étapes essentielles. 1.
réfléchir tout de suite et activement à ce qui s'est passé plutôt que de ne pas le faire. Dans ce cas, l'échec sera réfléchi en pilotage automatique au travers de ruminations que nous percevrons vaguement en arrière-fond de notre conscience et sous forme de vagues flashbacks. Mauvais résultat garanti, surtout à long terme, nous le verrons. 2. Essayez d'avoir une vision balancée. Y a-t-il tout de même des aspects positifs? Cela aurait-il pu être pire? Pour aussi dérisoires qu'ils paraissent, ces efforts sont nécessaires. Ils représentent une première étape de la digestion de l'échec, un peu le rôle de la mastication. Cela ne remplace pas la digestion, mais la prépare. 3. Ne pas passer non plus un temps infini à réfléchir à l'échec, et arriver à conclure et à tirer des leçons pour l'avenir. 4. Stop, s'arrêter. Si les ruminations reviennent, reprendre le travail à l'identique, quitte à se redire les mêmes choses. En général, on sait que la tendance à ruminer s'ancre plutôt dans un échec qui n'a pas été psychologiquement bien traité. Plus l'échec est douloureux, plus on tirera bénéfice à s'astreindre à le regarder en face. En psychothérapie, ce sont les techniques d'imagerie mentale que l'on utilise parfois dans les cas d'événements traumatisants. Cela consiste à garder à la conscience, avec le maximum de détails et d'intensité émotionnelle, les événements traumatisants. Plus nous aurons pu rendre cette évocation riche en images et en émotions, mieux cela marchera. Car l'intensité réaliste de cette évocation permet probablement de désactiver l'excès de charge émotionnelle associée et de stocker l'événement en mémoire en tant que souvenir nettoyé et non encore actif. La démarche n'est pas facile et nécessite en général les conseils, sinon l'aide prolongée, d'un thérapeute lorsque l'échec a été intense et douloureux. Il existe en effet de véritables traumatismes de l'estime de soi lors d'humiliations, d'échecs devant des publics nombreux ou importants à nos yeux, dans des domaines investis où l'on est attendu et où l'on souhaitait à tout prix réussir, etc. Faire l'effort de nuancer sa lecture de l'échec. Il s'agit rarement d'échecs à 100%, comme notre cerveau émotionnel voudrait nous le faire croire. Sous le coup de l'émotion, nous aurons tendance à percevoir tous les échecs comme complets, rien de positif ou de récupérable dans l'expérience, globaux, l'humiliation et la honte contaminant tous les domaines de notre vie, et généraux, l'impression que tout le monde est au courant, au point, nous racontent certains patients, de ne plus pouvoir croiser les regards dans la rue pendant les heures qui suivent. Il faut connaître ces distorsions du jugement émotionnel et y prendre garde. Ne pas rester seul. Ce n'est pas tant notre échec que le spectacle supposé de notre échec, exposé au regard des autres, qui nous fait souffrir. Vérifions toujours la perception et le regard des autres sur notre échec. Entre ceux qui n'y ont pas prêté attention, ceux qui ne sont pas au courant, ceux qui considèrent qu'il n'est pas si radical, ceux qui pensent que nous pourrons nous en remettre, nous pourrions nous apercevoir rapidement, si nous en prenions la peine, que le regard des autres sur nos échecs est toujours plus sage et mesuré que le nôtre. Il ne faut jamais oublier ceci. Tout le monde a échoué et peut donc se montrer prêt à de la compréhension envers qui échoue. Si cette compréhension n'est pas au rendez-vous, c'est pour d'autres raisons que l'échec. Ce peut être parce que autrui a des comptes à régler avec nous ou avec lui-même. Et dans ce cas, nos échecs ne sont qu'un prétexte. Nos réussites pourront déclencher aussi bien les critiques. Le problème est ailleurs. Dans tous les cas, ne pas rester seul donc, et aller chercher le feedback. Il faut pour cela lutter contre ce mouvement naturel, animal, qui nous pousse au retrait à cause de la honte qui s'empare de nous. Améliorer sa mémoire. La mémoire des mauvaises estimes de soi est hélas fortement sélective pour privilégier les échecs passés. Les auteurs d'une belle recherche à ce sujet utilisaient même l'adjectif tragiquement sélective. Ce qu'ils soulignaient ainsi,
c'est que ce problème ne provient pas tant du rappel des souvenirs que de la manière dont on les encode dès le départ. En pratique, cela signifie que si l'on ne veut pas que la cicatrice d'un échec vienne régulièrement se réveiller à chaque difficulté ultérieure qui ressemblera, de près ou de loin, au contexte où cet échec est survenu, il faut soigner la blessure de l'échec tout de suite et activement, plutôt que la laisser se refermer toute seule, voir plus haut les techniques d'autopsie des échecs. Le temps fera alors son œuvre, mais à condition que nous l'aidions. Percevoir les échecs comme des étapes. Il est capital de comprendre qu'ils participent à l'apprentissage de l'estime de soi. Cette attitude est très précieuse. Elle peut s'apprendre très tôt dans l'existence, c'est alors une grande chance. Les enfants sont très réceptifs à ce genre de message de la part de leurs parents. Si ces derniers, lorsqu'ils ont cassé une assiette en voulant mettre la table, les félicitent pour l'initiative au lieu de les houspiller, ils aident leurs enfants à considérer qu'un raté n'est qu'une étape vers la réussite. S'ils se font houspiller, ils peuvent en conclure qu'il ne faut agir qu'à coup sûr, et qu'on n'est plus tranquille en ne faisant rien. Ces conclusions s'imposeront du moins à eux si ce genre de scène est répété jour après jour et dans tous les domaines du quotidien. Régulièrement, réévaluer les conséquences de ces échecs passés. Ce travail nous permet, le plus souvent, de réaliser que leurs conséquences sont toujours moindres que nous ne le redoutions sur le moment. Mais il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître intimement et d'imprimer cette conviction bien profondément en nous. Sur la durée, le plus souvent, ce n'est pas grave de se tromper. C'est ce que notait ironiquement Cioran. Nous sommes tous des farceurs, nous survivons à nos problèmes. Petit rappel, moins on agit, plus il est douloureux d'échouer. Autre rappel, trouvez des petits, tout petits exercices qui permettront de tester et de développer notre tolérance à l'échec. Des choses minimes suffisent largement. Par exemple, aller dans un magasin, acheter divers objets, passer à la caisse et s'apercevoir, ici faire semblant, que l'on a oublié son porte-monnaie. Regarder le vendeur ou la caissière dans les yeux, proposer d'aller remettre les articles en rayon, sourire, bavarder de sa distraction avec les autres clients, s'il y en a, et s'ils se montrent prêts à bavarder, etc. Ce n'est pas grand-chose, mais le faire dans un état d'esprit d'observateur scientifique, comment vais-je réagir, que va-t-il se passer, apprend beaucoup plus que simplement y songer. Philosophie de l'imperfection. Si c'est pour ne pas le faire parfaitement, je préfère ne pas le faire du tout. Il y a parfois de la toxicité, sinon de la bêtise, dans certaines maximes du prêt-à-penser et pas toujours de la sagesse populaire, hélas. Comment savoir parfois s'en tenir au suffisamment bon sans se dévaloriser pour autant? Comment ne déclencher son logiciel de perfectionnisme et d'autopersécution qu'à bon escient, au bon moment? Et comment l'éteindre rapidement dès qu'il est devenu absurde et inutile? Ce n'est sûrement pas si facile, vu le nombre de personnes qui ont du mal à procéder ainsi. Nous sommes tous concernés? Sans doute, mais plus souvent encore, les personnes souffrant de problèmes d'estime de soi. Comment établir la différence entre ces deux niveaux, l'acceptable et le parfait? Comment sentir le passage de l'un à l'autre? Plus notre amour-propre est en jeu, plus nous avons à rester vigilants à ce moment où nos efforts ont abouti à quelque chose d'acceptable. L'acceptable, c'est ce qui suffit aux autres. Le parfait, c'est ce à quoi nous aspirons car cela nous rassure ou nous flatte ou les deux. Par orgueil ou par angoisse, nous basculons alors dans la recherche de l'excellence et de la perfection, alors que ce n'est pas forcément nécessaire, ni demandé bien sûr. Le perfectionnisme et la quête de l'excellence devraient être une question de choix personnel ou d'obligation extérieure, et non une question d'estime de soi déréglée. Risque de médiocrité à raisonner ainsi? Peut-être si l'on a décidé d'être un génie, de faire une œuvre exemplaire, de laisser son nom à la postérité. Il faut alors assumer ce
coût de l'excellence. Mais ce choix n'est pas celui de la plupart des humains, plutôt empêtrés que nous sommes dans nos stratégies de défense de l'estime de soi. La recherche de l'excellence n'est le plus souvent chez nous qu'un moyen de nous protéger ou de nous promouvoir au présent. La sagesse des humains ordinaires, c'est d'accepter l'imperfection, chez les autres comme chez soi. Elle n'est pas toujours preuve de laisser-aller ou de médiocrité. Accepter l'imperfection, c'est aussi la preuve que le goût de la vie l'a emporté sur l'obsession de l'image de soi. Arrêter son travail quelques instants pour parler à un ami, regarder le ciel, respirer, rentrer chez soi plus tôt pour profiter de ses enfants, est-ce intelligence ou médiocrité? Il y a sans doute dans la plupart des vies de la place pour tout, pour l'excellence à certains moments et pour l'intelligence de vie à d'autres.